les halos blancs des lampes tactiques allaient découper l'obscurité dense de décembre. 6 hommes armés, vêtus de tenues sombres qui se fondaient dans la nuit, resserraient leurs pièges autour de Chloé Dubois au roc des Corbeaux. La neige, défiant la gravité, tombait en spirales impossibles derrière eux, illuminée par les faisceaux puissants. Mademoiselle Dubois. La voix de Stéphane Moreau était un grognement rauque, à peine audible par-dessus le vent glacial qui sifflait entre les rochers. Il tendit un dossier plastifié, résistant aux intempéries, qui semblait une insulte à la beauté sauvage du lieu. Vous avez 60 secondes pour signer. Le souffle de Chloé se cristallisa en un nuage blanc lorsqu'elle ouvrit le document. Les mots lui sautèrent aux yeux, froids et cruels comme l'acier d'un couteau. Transfert d'urgence des droits fonciers. La forêt des loups à Minerais Géant S.A. La signature de sa mère, forgée, brillait sous la lumière de sa lampe de poche, tracée par une main droite maladroite et étrangère. Un faux grossier, une profanation de sa mémoire. Impossible. Le mot s'échappa de ses lèvres, un murmure de défi. Votre oncle Philippe Duval vous envoie ses salutations depuis la maison centrale de Saint-Martin, ajouta Moreau, son ton empreint d'une menace à peine voilée. Signez, ou nous vous sortirons d'ici de force. La température chuta de 10 degrés en 3 secondes, un froid surnaturel qui n'avait rien à voir avec la météo. Le chien de chasse de Moreau, un malinois belge entraîné et normalement intrépide, se recroquevilla soudainement, gémissant en regardant les ombres qui dansaient au-delà des cercles de lumière. Un crépitement de statique explosa simultanément sur toutes les radios. Puis Chloé les vit. 47 paires d'yeux ambrés, brûlant dans l'obscurité comme des étoiles anciennes, observant, attendant, se souvenant. Moreau épaula son fusil, le métal froid contre sa joue, mais le murmure de Chloé le figea sur place. Vous êtes dans leur tribunal, maintenant. Derrière elle, dans les ténèbres profondes entre les sapins chargés de neige, quelque chose de massif bougea. Quelque chose qui avait attendu ce moment précis pendant 18 longues années. 3 jours plus tôt, le centre de conservation de la forêt des loups bourdonnait de l'activité matinale habituelle. L'odeur du café se mêlait à celle, plus terreuse, de la forêt environnante et du bois recyclé qui constituait le plancher. C'est alors que Nicolas Delacroix arriva, le claquement sec de ses chaussures italiennes sur le sol contrastant brutalement avec l'atmosphère paisible du lieu. Chloé leva les yeux de ses données sur la migration des loups, sentant immédiatement la présence d'un prédateur. Il n'avait pas de croc, mais son sourire en avait toute la froideur. Mademoiselle Dubois. Delacroix posa une mallette en cuir sur son bureau, un objet si ostentatoire qu'il en devenait vulgaire dans ce sanctuaire de la nature. Je représente les intérêts de votre oncle, Philippe. Mon oncle est en prison pour fraude, répliqua Chloé d'une voix calme, une fermeté qu'elle devait à sa mère. Il lui reste 15 ans à purger, mais il est toujours l'héritier légitime. Delacroix sortit un document jauni par le temps, ou du moins, qui en avait l'apparence. Le testament de votre mère, récemment découvert dans un coffre-fort. Le sang de Chloé se glaça dans ses veines en lisant les lignes dactylographiées, datées d'1 mois seulement avant la mort de Tandy. Le document léguait tout à Philippe Duval, avec des instructions claires pour vendre la propriété à des fins de développement industriel appropriées. La signature au bas de la page était le nom de sa mère, tracé dans une écriture rigide et formelle. Ma mère était gauchère, dit Chloé doucement, sa voix un fil de glace. Cette signature est celle d'un droitier. Le sourire de Delacroix se mua en une lame de rasoir. Prouvez-le devant un tribunal. Pendant ce temps, Minerais Géant S.A. a déjà acheté les droits à votre oncle. 500 millions d'euros de cuivre dorment sous ses arbres. L'esprit de Chloé remonta le temps, 15 années se dissolvant comme de la neige au soleil. Chloé, 5 ans, observait sa mère travailler à la lueur des bougies, soignant la patte brisée d'un louveteau. Dehors, la pire tempête de neige depuis des décennies hurlait sa fureur contre les murs de leur chalet. Nous ne possédons pas cette terre, Chloé, avait murmuré Tandy dans sa langue maternelle, en posant une attelle sur les os minuscules. C'est nous qui lui appartenons. Le louveteau, dont la fourrure grise, blanche et noire était emmêlée de sang, gémit une seule fois. Tandy chanta une ancienne berceuse, une mélodie qui semblait porter la sagesse de générations, et les yeux ambrés du louveteau se fixèrent sur la mère et l'enfant, gravant leurs images dans sa mémoire pour toujours. Je l'appellerai Aurore, déclara la petite Chloé, comme les lumières dans le ciel. Tandy sourit. Alors Aurore nous appartient maintenant, et nous lui appartenons. Vous avez 72 heures pour évacuer.
La voix de Delacroix fit voler en éclats le précieux souvenir. Ou mon équipe de sécurité vous aidera à partir. Il se leva, ajustant son manteau coûteux. Votre mère est morte en protégeant des arbres et des animaux. Femme stupide. Ne suivez pas son chemin. Ma mère est morte en protégeant cette forêt contre des hommes comme vous. La voix de Chloé portait la force d'âme de sa mère. Vraiment? Delacroix s'arrêta à la porte. J'ai entendu dire qu'elle était morte très seule. Enfin, presque seule. On dit qu'un loup a été retrouvé près de son corps. Tous deux abattus par le même chasseur. Dommage que le loup ait survécu et pas elle. La main de Chloé vola vers le pendentif de sa mère. Un loup de jade. Ce loup, murmura-t-elle, a un nom. Delacroix partit en riant, ignorant qu'il venait de réveiller 18 années d'une rage patiente. Le fusil de Stéphane Moreau tremblait alors que l'ombre derrière Chloé se matérialisait en quelque chose qui défiait toute logique, un loup plus grand que tout ce que les guides de terrain prétendaient possible. Son pelage gris, blanc et noir ondulait comme des nuages d'orage. La cicatrice le long de son oreille gauche capta la lumière des lampes LED. « C'est quoi, ce bordel » souffla Moreau. Le loup s'avança, et la forêt explosa. Ils vinrent de 3 directions simultanément. 47 loups se déplaçant avec une précision militaire, sans charger, sans gronder, apparaissant simplement comme si l'obscurité elle-même avait pris forme. Ils se positionnèrent en une formation tactique parfaite, coupant chaque voie de fuite avec une intelligence qui glaça le sang de Moreau. « Ouvrez le feu !» aboya Théil, mais ces hommes restaient paralysés, leurs armes lourdes et inutiles dans leurs mains. L'énorme louve, Aurore, fixa ses yeux ambrés sur Stéphane. Quand elle gronda, le son ne se contenta pas de remplir l'air. Il vibra à travers le sol, à travers leurs os, à travers la partie primale de leur cerveau qui se souvenait du temps où les humains étaient des proies. « Votre technologie ne fonctionnera pas ici, » dit Chloé calmement. Comme pour répondre à ces paroles, leurs lunettes de vision nocturne vacillèrent et s'éteignirent. Les GPS se mirent à tourner follement. Les radios éclatèrent en une cacophonie de statique d'un autre monde. Même leurs téléphones devinrent des briques noires et inertes. Une électronique sophistiquée réduite à l'état de poids mort. Interférence électromagnétique, expliqua Chloé, sa main reposant sur la tête balafrée d'Aurore. Les loups génèrent des champs bioélectriques lorsqu'ils se rassemblent en grand nombre. Ma mère l'a découvert il y a 20 ans. Elle a aussi découvert autre chose. Aurore s'approcha du chien de chasse de Moreau. Rangé, un malinois belge de 50 kilos, entraîné à tuer sur commande. Le chien se jeta immédiatement sur le ventre, gémissant en signe de soumission à un prédateur supérieur. Puis, chose impossible, Rangé rampa vers l'avant et lécha la patte d'Aurore. Votre chien reconnaît l'autorité légitime, observa Chloé. Contrairement à son maître. Moreau essaya de garder le contrôle. Ce sont des animaux sauvages. Vous ne pouvez pas, Chloé leva une main. La meute entière s'assit en parfaite synchronisation. Elle l'abaissa. Ils se couchèrent. Elle fredonna 3 notes de la berceuse de sa mère. Aurore pencha sa tête massive en arrière et hurla, un son qui semblait contenir 18 ans d'attente. Chaque loup se joignit à elle en harmonie, créant une acoustique qui ne devrait pas exister dans la nature, des fréquences qui faisaient vibrer les dents des hommes. Ce n'est pas possible, murmura Moreau. Ma mère a sauvé la vie d'Aurore il y a 18 ans, dit Chloé, ses doigts traçant la vieille cicatrice de piège sur l'oreille d'Aurore. Elle a soigné sa patte cassée pendant la pire tempête de neige depuis des décennies. Dans notre culture, la culture de ma mère, quand on sauve une vie, cette vie vous appartient. Et quand cette vie a des enfants, elle fit un geste vers la meute. 3 générations de descendants d'Aurore, tous porteurs de l'intelligence de leur matriarche, tous liés par une dette plus ancienne que n'importe quel contrat d'entreprise. La forêt se souvient de tout, continua Chloé. Chaque gentillesse, chaque cruauté, chaque goutte de sang versée sur ce sol. L'un des hommes de Moreau, Jean-Luc Leroy, tenta de reculer. 3 jeunes loups le flanquèrent immédiatement, sans menace, juste présents, calquant chacun de ses pas avec une précision fluide. Ils ne vous feront pas de mal, assura Chloé. À moins que je ne leur demande. Moreau retrouva sa voix. C'est de la folie. Vous menacez des agents de l'État. Vous n'êtes pas des agents de l'État, l'interrompit Chloé.
Vous êtes des contractuels militaires privés engagés par Nicolas Delacroix pour mener une expulsion illégale. J'ai les virements bancaires, les communications, tout. Elle sortit son téléphone, qui fonctionnait toujours, comme par magie. J'ai aussi des images satellites en direct de cette rencontre, diffusées à mon équipe juridique. Vous commettez une violation de propriété armée sur une terre protégée par l'État. Protégée? Ricana Moreau. Votre oncle possède, mon oncle ne possède rien. Ce testament est un faux. Chloé sourit, une expression qui rappela inconfortablement à Moreau la menace silencieuse d'Aurore. Mais plus important encore, ce matin, le ministère de la Transition écologique a officiellement désigné la meute d'Aurore comme une population de recherche protégée. Ils étudient leur intelligence et leur structure sociale sans précédent. Elle lui montra le document sur son téléphone. Tout préjudice qui leur est causé est un crime. 20 ans par loup. Le calcul était dégrisant. 940 années de charge potentielle les entouraient. Aurore se rapprocha de Moreau, assez près pour qu'il puisse sentir le pain, la terre et quelque chose d'anciennement sauvage dans son souffle. Ses yeux ambrés détenaient une intelligence qui le faisait douter de tout ce qu'il croyait savoir sur les animaux. « Vous allez baisser vos armes, dit Chloé. Vous allez écouter ce que j'ai à dire sur Minerai Géant, et ensuite vous ferez un choix. » Quel choix? Demanda Moreau, sa voix à peine stable. Si vous voulez être le chasseur qui menace l'innocent, la main de Chloé retrouva la cicatrice d'Aurore. Ou l'homme qui aide à exposer les vrais prédateurs. Aurore émit un son, pas tout à fait un grognement, pas tout à fait un ronronnement, quelque chose qui contournait le langage humain et parlait directement au cerveau reptilien de Moreau. Le loup se souvient, traduisit Chloé. Elle se souvient d'un autre chasseur, il y a 18 ans. Celui qui l'a abattu, elle et ma mère, la même nuit. Ce chasseur travaillait aussi pour Minerai Géant. Le sang de Moreau se glaça. Ce n'est pas possible. La société a dit, la société a menti, le coupa Chloé, tout comme il vous mente maintenant sur la légalité de cette opération. Elle s'avança, Aurore calquant son mouvement. Alors, voici ce qui va se passer. Vous allez appeler Delacroix. Vous allez lui dire que vous avez rencontré une situation. Et puis Chloé sourit, et pour la première fois, Moreau vit sa mère en elle. Pas la femme qui est morte en protégeant les arbres, mais la guerrière qui commandait à la nature elle-même. Ensuite, nous allons lui montrer ce qui arrive quand on déclare la guerre à la forêt. La meute d'Aurore se leva comme un seul être, leurs yeux créant une constellation de lumières ambrées dans l'obscurité. Moreau porta la main à sa radio, tremblante, mais s'arrêta en entendant le bruit. Des moteurs au loin. Beaucoup de moteurs. Ce doit être Delacroix, dit Chloé calmement. Il ne vous a jamais fait confiance pour finir le travail. Les phares du convoi apparurent à travers les arbres, et le grognement d'Aurore s'intensifia. La véritable confrontation était sur le point de commencer. Les phares du convoi découpèrent la forêt alors que 20 SUV noirs encerclaient le roc des Corbeaux. Nicolas Delacroix en sortit, son manteau flottant dans un vent qui ne devrait pas exister. Les arbres créaient leur propre système météorologique. Mademoiselle Dubois lança Delacroix, scrutant la meute de loups avec un calme étudié. Belle mise en scène théâtrale, mais des animaux sauvages n'arrêteront pas une procédure légale. Légale. Chloé sortit une tablette de son sac à dos, son écran fonctionnant mystérieusement malgré les interférences électromagnétiques. Parlons de l'égalité, monsieur Delacroix. Elle tourna l'écran vers Moreau et ses hommes. Des images de vidéosurveillance montraient Delacroix dans le parloir d'une prison, faisant glisser de l'argent sur une table à 3 hommes en combinaison orange. Enregistré hier à la maison centrale de Saint-Martin, narra Chloé. Vos associés sont les anciens codétenus de mon oncle. Celui de gauche tient l'original. Le vrai testament de ma mère, qu'il est sur le point de brûler pendant que vous le filmez. Le sang-froid de Delacroix se fissura. C'est irrecevable. Le directeur de la prison n'est pas d'accord. Chloé passa à un email. Il enquête sur le réseau de Philippe en prison depuis 2 ans. Vous venez de lui donner les preuves dont il avait besoin. Moreau abaissa complètement son fusil. Vous nous avez engagés pour une expulsion illégale. Le testament que vous m'avez montré, continua Chloé, projetant des images sur la neige à l'aide de l'écran laser de son téléphone, une autre des innovations de sa mère. Mauvaise composition de papier pour 2009. Le filigrane n'a été introduit qu'en 2012.
Le langage juridique fait référence à des lois qui n'existaient pas du vivant de ma mère. Les détails de la contrefaçon flottaient dans l'air comme des preuves fantomatiques. La meute d'Aurore se rapprocha, formant un amphithéâtre vivant autour des humains. Mais le détail le plus accablant, Chloé zooma sur la signature. Ma mère signait les documents d'abord dans sa langue, puis en français. Toujours. Ce testament n'a qu'une signature française. Le chien de Moreau, rangé, quitta soudainement son maître, trottinant vers Aurore. L'énorme louve baissa les yeux sur le malinois belge, qui se laissa tomber et exposa son ventre en signe de soumission complète. Puis Aurore fit quelque chose d'extraordinaire. Elle toucha doucement le museau de Ranger avec le sien, acceptant sa reddition. Même votre chien distingue la vérité du mensonge, observa Chloé. Cela ne prouve rien, insista Delacroix, mais la sueur perlait sur son front malgré le froid glacial. Suivez-moi, ordonna Chloé, sans demander. Elle se dirigea vers la lisière de la forêt, Aurore flanquant son côté droit. La meute s'écarta, créant un couloir. Après un moment d'hésitation, Moreau suivit. Ces hommes se mirent en rang derrière lui. Même Delacroix, réalisant son isolement, n'eut d'autre choix que d'obtempérer. Ils marchèrent pendant 10 minutes. Les loups, maintenant une formation parfaite, certains en éclaireurs, d'autres en arrière-garde, le reste formant des murs de protection de chaque côté. Aucun humain ne donnait d'ordre. La meute opérait comme une unité militaire entraînée, suivant une structure de commandement invisible. Comment ? Demanda finalement Moreau. 18 ans d'évolution, répondit Chloé. L'intelligence d'Aurore n'était pas aléatoire. Ma mère a émis l'hypothèse que certains traumatismes, comme les expériences de mort imminente, peuvent déclencher des gènes dormants chez les superprédateurs. Aurore n'a pas seulement survécu cette nuit-là. Elle a évolué. Ils débouchèrent dans une clairière où se dressait une structure qui semblait pousser de la terre elle-même, la station de recherche secrète de la forêt des loups, ses murs couverts de mousse vivante qui brillaient faiblement de bioluminescence. Bienvenue dans le véritable héritage de ma mère, dit Chloé, plaçant sa main sur un scanner déguisé en écorce d'arbre. La porte s'ouvrit en silence. À l'intérieur, 20 ans de documentation méticuleuse couvraient chaque surface. Photos, vidéos, analyses génétiques, études comportementales. L'écran principal affichait une carte avec des milliers de points de données, chaque animal que Tandy avait sauvé, leurs descendants, leur territoire. Ma mère n'était pas seulement une écologiste, expliqua Chloé, affichant fichier après fichier. Elle documentait quelque chose sans précédent. L'évolution de la conscience interespèce. La meute d'Aurore n'a pas seulement une intelligence améliorée, ils ont une mémoire collective. Elle lança une vidéo de Tandy enseignant à Chloé, âgée de 5 ans, des signaux manuels. En arrière-plan, Aurore observait attentivement. Le clip suivant, daté des années plus tard, montrait Aurore enseignant ces mêmes signaux à ses louveteaux. Ils se souviennent de tout, dit Chloé. Chaque gentillesse, chaque cruauté, chaque promesse. Delacroix ricana. La fantaisie ne tiendra pas devant un tribunal. Chloé ouvrit une armoire scellée, révélant un coffre-fort inifugé à l'intérieur, une caméra vidéo de 2009, couverte de poussière mais intacte. Elle appuya sur lecture sur le moniteur attaché. Tandy apparut à l'écran, en bonne santé et vibrante, assise au bureau d'un avocat avec 3 témoins. Moi, Tandy Dupont, saine d'esprit et de corps, lègue tous mes biens terrestres, droits fonciers et recherche à ma fille, Chloé Dubois, qui seront détenus en fiducie par l'Office national des forêts jusqu'à son 21e anniversaire. Les 3 témoins, Chloé montre à l'écran, sont maintenant juges. Le juge Chen, le juge Williams et le juge Martinez, tous prêts à témoigner de l'authenticité de ce testament. Moreau se tourna vers Delacroix. Vous saviez. Vous saviez que c'était une fraude. Mais voici le meilleur, dit Chloé en affichant un autre document. Hier à 15 h, l'Office français de la biodiversité a officiellement désigné la meute d'Aurore comme une population de recherche protégée. Le ministère des Armées est également intéressé. Imaginez des chiens de travail militaire avec ce niveau d'intelligence. Elle leur montra le sceau officiel, les signatures. Toute interférence avec cette meute est maintenant un crime. Mais plus que ça, Chloé sourit, la force de sa mère rayonnant d'elle. Minerai géant fait l'objet d'une enquête de la gendarmerie nationale depuis 18 mois. Crimes environnementaux, corruption, meurtre. Oui, monsieur Delacroix, meurtre.
Elle afficha un dernier fichier, une photographie d'il y a 18 ans. Un Delacroix plus jeune debout à côté d'un chasseur tenant un fusil. Le corps de Tandy visible en arrière-plan. Vous étiez là, déclara simplement Chloé. La nuit où ma mère est morte, vous étiez l'avocat de Minerai Géant. Même alors, vous avez ordonné le meurtre. Les loups se rapprochèrent, leur respiration synchronisée, créant un son comme si la forêt elle-même inspirait. Je n'ai pas, commença Delacroix. Le chasseur a avoué la semaine dernière, l'interrompit Chloé. Un cancer en phase terminale lui a donné une conscience. Il vous a nommé comme celui qui a ordonné le coup. Pensant que si Tandy mourait, la terre serait vendue. Elle regarda Moreau. Alors, voici votre choix. Témoignez sur ce soir, la contrefaçon, l'expulsion illégale, le complot, ou soyez accusé de complicité de meurtre. La gendarmerie est déjà au courant de votre implication. Ils attendent mon signal. Moreau regarda ces hommes, rangés maintenant couchés paisiblement à côté d'Aurore, les preuves les entourant. Je témoignerai, dit-il doucement. Nous témoignerons tous. Vous ne pouvez pas, cria Delacroix. Je possède des juges, des politiciens, vous les possédiez, corrigea Chloé, montrant son téléphone. Ceci est diffusé en direct sur Reddit, YouTube et TikTok depuis 1 heure. 2 millions de spectateurs et ça continue. Justice pour Tandy est en tendance mondiale. Aurore se leva, sa silhouette massive dominant Delacroix. Elle ne gronda pas, ne menaça pas. Elle le regarda simplement avec ses anciens yeux ambrés, et il vit son avenir en eux. Poursuite, emprisonnement, la fin de tout ce qu'il avait construit sur le sang. La forêt se souvient, monsieur Delacroix, dit Chloé doucement. Et maintenant, grâce à Internet, le monde se souvient aussi. Le téléphone de Delacroix vibra. Il le regarda, son visage se vidant de toute couleur. Ce doit être le conseil d'administration de Minerai Géant, observa Chloé. Il vous lâche. Il vérifia les nouvelles, les mains tremblantes. Le titre disait « Un dirigeant de Minerai Géant exposé dans une conspiration environnementale de plusieurs décennies. Le PDG annonce une coopération totale avec l'enquête. » Vous avez planifié ça, murmura Delacroix. Tout ça? Ma mère a planifié ça, corrigea Chloé. Il y a 18 ans. Alors qu'elle gisait mourante, elle a chuchoté quelque chose à Aurore. Vous voulez savoir ce qu'elle a dit? Delacroix ne dit rien, son monde s'effondrant en temps réel alors que son téléphone explosait d'appels de procureurs, de journalistes et d'anciens alliés abandonnant le navire. Elle a dit, protège-la jusqu'à ce qu'elle soit prête. Ensuite, montre-leur ce que nous sommes vraiment. Aurore se plaça aux côtés de Chloé. Et à ce moment, Moreau le vit clairement. Pas une fille et son animal de compagnie, mais l'avenir de la conservation elle-même. La nature et l'humanité fusionnaient en quelque chose qui n'était ni entièrement sauvage ni entièrement civilisé, mais bien plus puissant que les deux. Monsieur Moreau, Chloé se tourna vers lui. La gendarmerie sera là dans 30 minutes. Je vous suggère de préparer votre déclaration. Tandis qu'elle parlait, un des jeunes loups d'Aurore s'approcha, portant quelque chose dans sa gueule, un journal en cuir, usé et patiné. Le souffle de Chloé se coupa. C'est le journal de terrain de ma mère. Celui qui a disparu la nuit de sa mort. Elle l'ouvrit avec précaution et une clé USB en tomba, étiquetée de l'écriture de Tandy, pour Chloé, quand le moment sera venu. Les mains de Chloé tremblaient en insérant la clé USB dans sa tablette. Mais avant que les fichiers ne puissent se charger, Aurore se tourna vers la forêt plus profonde. Un gémissement bas s'échappa de sa gorge, un son que Chloé ne lui avait jamais entendu faire. Elle veut que nous la suivions, dit Chloé, empochant l'appareil. Nous tous. La procession qui se déplaça à travers les pins était surréaliste. Chloé en tête, Aurore à ses côtés, 46 loups les flanquant, et derrière, 26 hommes armés venus en ennemi marchaient maintenant comme des témoins. Même Delacroix, entouré d'agents qui étaient arrivés en avance, fut contraint de se joindre à eux. Ils marchèrent pendant 20 minutes. La forêt devenait plus dense, plus ancienne. Finalement, ils débouchèrent dans une clairière où des pins anciens formaient une cathédrale naturelle. En son centre se dressait un mémorial, non pas de pierre sculptée, mais de bois vivant. Un pin poussait en une spirale impossible, son tronc formant des marches naturelles menant à une plateforme où les cendres de Tandy Dupont reposaient dans une urne biodégradable,
faisant maintenant partie de l'arbre lui-même. Le mémorial de ma mère, murmura Chloé, mais aussi l'endroit où elle est morte. Aurore se dirigea vers une dépression dans la terre, à 5 mètres de l'arbre. Elle s'y coucha, son corps épousant parfaitement l'empreinte. Le message était clair. Elle était venue ici de nombreuses fois, tenant une veillée. Racontez-nous, dit Moreau doucement, sa façade militariste s'effritant. Racontez-nous ce qui s'est réellement passé. Chloé s'agenouilla à côté d'Aurore, sa main trouvant la vieille cicatrice de balle cachée sous une fourrure épaisse. Il y a 18 ans, le 20 décembre. Demain, ce sera l'anniversaire. Des braconniers ont trouvé la première tanière d'Aurore. Elle venait de donner naissance à 5 louveteaux. Les loups formèrent un cercle autour d'eux, créant un amphithéâtre dieu-ambré. Ma mère faisait sa ronde nocturne quand elle a entendu les coups de feu. Elle a couru vers le danger, pas loin de lui. La voix de Chloé se brisa. Elle a trouvé 3 hommes détruisant la tanière, tuant les louveteaux pour leur peau. Aurore se battait contre eux, déjà blessée une fois, essayant toujours de protéger son dernier bébé survivant. Les yeux d'Aurore se fermèrent, son corps massif frissonnant de souvenirs. Ma mère avait son fusil. Elle avait l'autorisation de protéger la réserve. Elle a tiré des coups de semonce, mais les braconniers se sont retournés contre elle. Le chasseur principal, Chloé regarda directement Delacroix. Son nom était Karl Andry, votre employé. L'escorte de Delacroix resserra sa prise alors qu'il tentait de reculer. Andry a tiré sur ma mère au ventre. Elle est tombée ici. Chloé montra où Aurore était couchée. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a rampé jusqu'à Aurore, a utilisé sa propre ceinture comme garrot pour la blessure à la patte du loup. Puis, quand Andry est venu pour les achever toutes les deux, Chloé se leva, se dirigeant vers un arbre avec de profondes entailles dans son écorce. Ma mère a utilisé sa dernière balle, non pas pour le tuer, mais pour tirer sa fusée de détresse. Le son et la lumière les ont fait fuir, mais il était trop tard pour elle. Elle retourna vers Aurore, qui leva sa tête massive pour la poser sur les genoux de Chloé. Aurore est restée avec elle toute la nuit. Quand je les ai trouvées à l'aube, je m'étais faufilé pour suivre maman. Elles étaient blotties l'une contre l'autre. La main de ma mère était encore dans la fourrure d'Aurore. Elle était partie. Mais Aurore chantait. Chantait ? Demanda Jean-Luc Leroy, des larmes coulant sur son visage buriné. Les loups ne hurlent pas pour les morts, expliqua Chloé. Ils chantent pour les vivants. Aurore appelait sa meute dispersée, leur disant que la gardienne était tombée, mais que l'enfant vivait. J'avais 5 ans, couverte du sang de ma mère, et ce loup, blessé, en deuil, m'a nettoyé le visage avec sa langue et m'a ramené à la maison. Aurore se leva soudainement, libérant une seule note pure qui semblait venir de la terre elle-même. Un par un, sa meute se joignit, non pas un hurlement de chasse ou d'avertissement, mais autre chose, un requiem, une promesse, une dette rappelée. Moreau tomba à genoux. Ma fille, elle a 5 ans. Elle adore les loups, elle a des photos partout dans sa chambre. Si quelqu'un me tuait en protégeant, il ne put finir. C'est pourquoi vous êtes ici, dit Chloé doucement. Pas pour l'argent. Pas pour Delacroix. Vous êtes ici parce que vous êtes un père qui a perdu son chemin. Elle commença à fredonner la berceuse que sa mère chantait. La meute d'Aurore ajusta ses hurlements pour s'harmoniser, créant une acoustique impossible. Les arbres même semblaient se pencher, leurs branches se balançant sans vent. Puis Aurore fit quelque chose d'inédit. Elle se dirigea vers l'entrée de sa tanière, disparaissant à l'intérieur. Elle en ressortit portant quelque chose doucement dans sa gueule. Un louveteau, peut-être de 8 semaines, d'un blanc pur à l'exception du bout des oreilles noires. Elle plaça le louveteau au pied de Chloé. C'est, halta Chloé, reconnaissant les marques. C'est le descendant du louveteau que ma mère a sauvé cette nuit-là. Le dernier survivant. Aurore retourna à la tanière 2 fois de plus, ramenant 2 autres louveteaux, un gris comme sa mère, un noir comme la nuit. Elle les disposa devant Chloé, puis recula, baissant sa tête massive vers le sol. La meute entière suivit le mouvement. 47 loups s'inclinant devant une jeune femme de 20 ans. Elle vous les confie, murmura avec admiration le docteur Valérie Dubois, la vétérinaire arrivée avec les agents. Elle fait de vous leur mère. Ça n'a jamais été documenté. Les loups ne transfèrent pas leur progéniture aux humains. Chloé comprit. Aurore bouclait la boucle.
Tandy avait sauvé son louveteau. Maintenant, Aurore confiait sa dernière portée à la fille de Tandy. « Je te nomme Tandy, dit-elle au louveteau blanc. Espoir, Langa, au fils gris. Lumière, Canille, au noir. » Alors qu'elle prononçait chaque nom, les louveteaux ouvrirent les yeux pour la première fois. Pas le bleu des nouveau-nés, mais l'ambre, comme leur mère, comme s'ils avaient attendu ce moment pour vraiment voir. Moreau se leva en chancelant, retirant son gilet tactique, ses armes. Un par un, ces hommes firent de même. Ils empilèrent leur équipement au pied de l'arbre de Tandy, une offrande, une reddition, une transformation. Nous témoignerons, dit Moreau. Tous, surtout. Mais je dois d'abord appeler ma fille. Lui dire que papa rentre à la maison différent. Meilleur. Delacroix rit amèrement. Idiot. Vous croyez que ça change quoi que ce soit? Minerai Géant a des ressources que vous ne pouvez imaginer. Ils nous enterreront tous. Son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant affichait le PDG de Minerai Géant. Mettez-le sur haut-parleur, ordonna l'agent principal. Delacroix obtempéra, la main tremblante. Nicolas. La voix du PDG était de glace. Nous avons examiné la diffusion en direct. Avec effet immédiat, vous êtes licencié. Toute protection juridique est retirée. Et Nicolas, nous savons pour les autres. Quels autres? Exigea Chloé. La ligne se coupa. Le visage de Delacroix devint gris. Vous ne comprenez pas. Minerai Géant n'est qu'une filiale. La société mère, un coup de feu claqua dans la clairière. Aurore jappa, du sang fleurissant sur son pelage argenté. Elle chancela mais resta debout, se déplaçant pour protéger Chloé et les louveteaux. Sniper! Cria Moreau, plaquant Chloé au sol. Tout le monde à terre. Un autre coup de feu. Cette fois, l'arbre mémorial de Tandy explosa en éclats. À travers le chaos, Chloé entendit des rotors d'hélicoptères s'approcher rapidement, des hélicoptères noirs sans marque. Ils sont là, murmura Delacroix, une terreur authentique dans la voix. Le consortium. Ils font le ménage. Aurore s'effondra, sa respiration laborieuse. Les louveteaux rampèrent vers elle, miaulant de détresse. Le sang s'infiltra dans le sol sacré où Tandy était morte 18 ans auparavant. Non. Chloé rampa jusqu'à Aurore. Pas ici. Pas comme ça. L'hélicoptère tourna au-dessus d'eux, des corps tombants, des équipes tactiques en tenue non marquée descendant en rappel. Armes pointées sur tout le monde, y compris les agents. Une voix tonna d'un haut-parleur. Par ordre du protocole exécutif 7, cette zone est sous souveraineté corporative. Rendez les actifs de Dupont ou faites face à une terminaison immédiate. Moreau regarda Chloé, le sang d'Aurore maculant ses mains. C'est quoi ce bordel, le protocole exécutif 7? Delacroix rit hystériquement. C'est la fin. Minerai Géant n'a jamais été le véritable ennemi. Il n'était que la distraction. Les yeux d'Aurore trouvèrent ceux de Chloé, et en eux se trouvait un message urgent. Le même regard que Tandy devait avoir il y a 18 ans. Protège-les. Protège la meute. La clé USB dans la poche de Chloé sembla soudain peser une tonne. Quoi qu'il y ait dessus, ces gens étaient prêts à tuer tout le monde ici pour l'obtenir. Personne ne bouge. Commanda Moreau à ses hommes tout en protégeant Chloé et Aurore. Les équipes tactiques du consortium les avaient encerclés, des points laser rouges dansant dans la clairière comme des lucioles mortelles. L'opérateur principal, le visage caché derrière un équipement tactique, parla à travers un modulateur de voix. Mademoiselle Dubois, vous avez 10 secondes pour rendre la clé USB. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Chloé appuya ses mains contre la blessure d'Aurore, le sang s'infiltrant entre ses doigts. La respiration du loup était superficielle mais régulière, ses yeux ambrés toujours alertes. Votre mère était trop intelligente pour son propre bien, continua l'opérateur. 20 ans de recherche sur la manipulation bioélectrique, le transfert de conscience interespèces, les applications militaires Minerai Géant étaient notre couverture pour acquérir le terrain, mais Tandy à cacher les vraies données. Le docteur Dubois rampa vers Aurore avec sa trousse médicale, mais un point laser apparut sur son front. S'il vous plaît, supplia-t-elle. Laissez-moi aider le loup. Le loup n'a aucune importance, répondit l'opérateur.
Les données sont tout. C'est alors qu'il l'entend dire. Des véhicules approchant rapidement. Pas militaires, mais des camionnettes de presse. Des dizaines. C'est pas vrai, murmura Delacroix. Chloé réussit un sourire sinistre. Vous pensiez que je n'avais lancé qu'un seul direct? Toutes les organisations de conservation du pays regardent depuis 2 heures. Vous venez d'envahir un service commémoratif sur un terrain protégé par l'État, d'abattre un loup en voie de disparition et de menacer des agents de l'État en direct à la télévision. La posture de l'opérateur changea. Brouiller leurs signaux. Déjà essayé, rapporta un de ses hommes. Le champ bioélectrique des loups interfère avec notre équipement. C'était vrai. La meute d'Aurore avait formé un cercle de protection et leur présence électromagnétique combinée créait un amplificateur de signal naturel. Chaque téléphone dans la clairière émettait à pleine puissance. Des hélicoptères de presse apparurent au-dessus, leurs caméras capturant tout. Au sol, des journalistes arrivaient, certains ayant marché à travers la forêt en suivant les coordonnées GPS de Chloé. Ici Marine Leblanc pour BFM TV, dit une journaliste dans sa caméra, à bout de souffle. Nous assistons à une confrontation sans précédent dans la forêt des loups, où des paramilitaires armés viennent de tirer sur Aurore, la louve légendaire dont l'intelligence a captivé des millions de personnes en ligne. L'opérateur leva son arme vers la journaliste, mais Moreau se leva, se plaçant entre eux. Vous tirez sur une journaliste en direct à la télé, et aucune couverture ne vous sauvera, dit Moreau calmement. J'ai fait du sale boulot pour des gens comme vous. Je sais comment ça se termine. Vous êtes exposés. Écartez-vous, soldat, commanda l'opérateur. Je ne suis pas votre soldat, répondit Moreau, ses hommes se levant pour se tenir à ses côtés. Nous sommes des témoins maintenant, et nous en avons fini d'être les méchants dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Jean-Luc Leroy sortit son téléphone, parlant directement à la caméra. Mon nom est sergent-chef Louis Leroy, anciennement de la Légion étrangère, maintenant employé par Nicolas Delacroix. Je suis ici pour témoigner que nous avons été engagés pour expulser illégalement Mademoiselle Dubois, et nous assistons maintenant à ce qui semble être une tentative d'assassinat d'entreprise. Un par un, toute l'équipe de Moreau commença à enregistrer ses propres témoignages, créant 26 flux simultanés. La radio de l'opérateur crépita. Extraction immédiate. Saturation médiatique critique. Le conseil ordonne un retrait complet. Mais avant qu'il ne puisse bouger, Aurore fit quelque chose d'extraordinaire. Malgré sa blessure, elle se leva, libérant une séquence spécifique de hurlements. 3 courts, 3 longs, 3 courts. SOS en chant de loup. La réponse fut immédiate et écrasante. De toutes les directions, d'autres loups apparurent. Pas seulement la meute d'Aurore, mais d'autres. Des centaines, émergeant de territoires à des kilomètres à la ronde. Ils avaient entendu l'appel de détresse de leur matriarche et avaient répondu. C'est impossible, souffla le docteur Dubois, travaillant toujours sur la blessure d'Aurore. Les loups ne se coordonnent pas au-delà des limites de leur meute. Ce ne sont pas des loups normaux, dit Chloé, sortant enfin la clé USB. Ma mère a découvert quelque chose qui a tout changé. Ces loups ne sont pas seulement intelligents, ils sont en réseau. Leurs champs bioélectriques leur permettent de partager une conscience à distance. Elle leva la clé. Ceci contient 20 ans de preuves. Des preuves qui révolutionneraient notre compréhension de la conscience animale. Des preuves que des entreprises ont supprimées pour exploiter. Donnez-nous la clé, exigea l'opérateur. Ou nous tuons tout le monde ici, médias inclus. Vous êtes en direct à la télévision, menaçant de commettre un meurtre de masse, dit Marine Leblanc, son caméraman zoomant sur l'arme de l'opérateur. 40 millions de personnes regardent dans le monde entier. La radio de l'opérateur éclata de nouveau. Annulé. Annulé. Une enquête parlementaire est annoncée. Le Conseil retire tout soutien. Vous êtes seul. Les équipes tactiques commencèrent à reculer vers leurs hélicoptères, mais les meutes de loups les avaient complètement encerclés. 300 loups, tous assis calmement, attendant, n'attaquant pas, juste témoignant. À vous de jouer, dit Chloé à l'opérateur. Partez maintenant et cela se termine avec vous en fuite. Restez et devenez le visage du terrorisme d'entreprise pour toujours. Aurore boita vers l'avant, le bandage d'urgence du docteur Dubois endiguant l'hémorragie. La grande louve se tint devant l'opérateur, ses yeux ambrés soutenant son regard à travers son masque tactique.
Puis elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle hurla une fois, un hurlement long et plaintif, et chaque loup se joignit à elle. Le son était assourdissant, primal et absolument déchirant. Ce n'était pas une menace. C'était une complainte sur ce que l'humanité était devenue. L'opérateur abaissa son arme. À travers son masque, sa voix sortit humaine pour la première fois. J'ai une fille. Elle regarde vos directs. Elle adore Aurore. Il se tourna vers son équipe. Nous partons. Alors que les équipes tactiques battaient en retraite vers leurs hélicoptères, Delacroix tenta de suivre. L'agent de la gendarmerie l'arrêta. Nicolas Delacroix, annonça l'agent principal. Vous êtes en état d'arrestation pour complot, fraude, tentative de meurtre et violation du code de l'environnement. Alors qu'il le menottait, Delacroix cria à Chloé, vous ne savez pas ce que vous avez commencé. Le consortium a des ressources dans chaque gouvernement, chaque armée. Bien, l'interrompit Chloé, berçant la tête massive d'Aurore pendant que le docteur Dubois travaillait. Laissez-les venir. Le monde entier regarde maintenant. Moreau s'agenouilla à côté d'elle. Cette clé USB, qu'y a-t-il vraiment dessus? Chloé regarda Aurore, dont les yeux s'assombrissaient malgré les efforts du médecin. L'emplacement du véritable laboratoire de ma mère. Celui avec 20 ans de recherche qui pourrait tout changer. La respiration d'Aurore devint plus laborieuse. Le louveteau blanc, tendit, rampa jusqu'à sa mère, se pressant contre son flanc blessé. Nous devons l'emmener à un hôpital, dit le docteur Dubois avec urgence. Elle a perdu trop de sang. Je peux la stabiliser, mais elle a besoin d'une intervention chirurgicale dans l'heure, où, les yeux d'Aurore s'écarquillèrent soudain, fixés sur quelque chose au-delà de la clairière. Chloé suivit son regard et haleta. Une silhouette se tenait à la lisière des arbres, âgée, vêtue d'habits traditionnels, portant une sacoche médicale qui semblait à la fois ancienne et moderne. « Grand-mère, murmura Chloé. Mais tu es morte quand j'avais 3 ans. » La femme sourit, entrant dans la clairière. La mort, mon enfant, n'est parfois qu'une autre forme de cachette. La femme âgée s'approcha à travers le mur d'agents et de journalistes comme s'ils étaient de la brume. De près, Chloé vit son erreur. Pas sa grand-mère, mais quelqu'un portant les perles de guérison traditionnelles de sa grand-mère. « Je suis le docteur Nomandazo Muni, » dit la femme en français avec un accent. « Le mentor de votre mère. Je me suis caché dans la forêt profonde pendant 15 ans, attendant ce jour. »« Caché de qui ?» demanda Chloé. Mais le corps d'Aurore se convulsa soudain, du sang écumant de sa gueule. Elle entre en état de choc, cria le docteur Dubois. Hémorragie interne pire que je ne le pensais. Nous avons besoin, le docteur Muni s'agenouilla à côté d'Aurore, sortant de sa sacoche des instruments qui semblaient à la fois anciens et incroyablement avancés. La médecine occidentale ne la sauvera pas. La balle a fragmenté du métal, empoisonnant son sang. Mais votre mère m'a appris quelque chose. Elle sortit un appareil qui ressemblait à du miel cristallisé. Accélérateur de guérison bioélectrique. Tandy l'a développé en étudiant comment les loups guérissent plus vite en meute. C'est impossible, protesta le docteur Dubois. Vous ne pouvez pas simplement, le cœur d'Aurore s'arrêta. Les moniteurs que le docteur Dubois avait attachés affichèrent une ligne plate. Le son traversa la clairière comme une faux. Chaque loup se tut. Même le vent mourut. Non. Chloé appuya sur la poitrine d'Aurore, commençant les compressions. Tu n'as pas le droit de mourir ici. Pas là où elle est morte. Le chien de Moreau, rangé, se libéra soudain, courant vers la forme immobile d'Aurore. Mais au lieu de s'approcher d'elle, il courut vers les louveteaux, prenant délicatement Tandy dans sa gueule et plaçant le louveteau blanc sur la poitrine de sa mère. « Qu'est-ce qu'il fait » demanda Jean-Luc Leroy. Les yeux du docteur Muni s'écarquillèrent. Le chien comprend. La résonance bioélectrique est plus forte entre la mère et sa progéniture. Elle plaça l'appareil cristallin sur la blessure d'Aurore tandis que Chloé continuait les compressions. J'ai besoin des 3 louveteaux sur elle. Et vous, elle regarda Chloé, chantez la berceuse de votre mère. La fréquence sonore est importante. La voix de Chloé se brisa alors qu'elle entamait la mélodie, la même que Tandy avait chantée il y a 18 ans. Langa et Kani furent placés à côté de leur sœur, leurs petits corps pressés contre la forme immobile de leur mère. Le nombre de spectateurs du direct explosa.
50 millions, 70 millions, 90 millions. Les commentaires affluèrent du monde entier. Sauver Aurore en tendance mondiale. Les gens priaient dans des dizaines de langues. Marine Leblanc rapporta, les larmes coulant, nous assistons soit à la fin d'une légende, soit à un miracle. Aurore, la louve qui a capturé le cœur du monde, se bat pour sa vie là où sa protectrice est morte il y a 18 ans. Le docteur Muni appliqua l'appareil et il se mit à briller d'une étrange lumière bleue. Les loups, commanda TL. Ils doivent chanter. Tous. Chloé regarda les centaines de loups qui les entouraient. Elle leva la main, le geste qu'Aurore avait enseigné à sa meute. Mais rien ne se passa. Ils restèrent assis en silence, observant la forme immobile de leur matriarche. « S'il vous plaît » les supplia Chloé dans la langue de sa mère. « S'il vous plaît ». Une louve, une femelle âgée au museau balafré, s'avança. Elle toucha le museau de la patte d'Aurore, puis pencha la tête en arrière et libéra une seule note pure. Une autre se joignit, puis une autre. En quelques secondes, 300 loups chantaient en parfaite harmonie. Leur voix créant une résonance qui fit pulser l'appareil cristallin plus brillamment. Le son ne ressemblait à rien de ce que quiconque avait jamais entendu. Pas un hurlement de deuil, mais un appel à la vie elle-même. Moreau tomba à genoux, submergé. Ces hommes restaient transis. Même les journalistes se turent, leur caméra capturant quelque chose d'inexplicable. 90 secondes sans rythme cardiaque, murmura le docteur Dubois, sa formation médicale luttant contre l'espoir. La voix de Chloé devint plus forte, la berceuse se tissant à travers le chant des loups. Les louveteaux, répondant à l'odeur de leur mère et aux vibrations, commencèrent à émettre de minuscules hurlements, leur première voix se joignant au cœur. L'éclat de l'appareil s'intensifia, se propageant de la blessure d'Aurore à tout son corps. Le saignement s'arrêta, non pas progressivement, mais instantanément, comme si le temps lui-même s'inversait sur le site de la blessure. 2 minutes, annonça le docteur Dubois. La mort cérébrale survient, les yeux d'Aurore s'ouvrirent brusquement, mais ils n'étaient plus ambrés. Ils brillaient de la même lumière bleue que l'appareil. Et en eux, Chloé vit quelque chose d'impossible. Les yeux de sa mère la regardant. Chloé. La gueule d'Aurore ne bougea pas, mais tout le monde entendit la voix. La voix de Tandy, venant de partout et de nulle part. La clé USB. Tu dois voir ce que j'ai découvert. Le consortium n'essaie pas de supprimer la recherche. Ils essaient de l'utiliser comme une arme. La lumière bleue s'estompa. Les yeux d'Aurore redevinrent ambrés, confus, mais vivants. Son moniteur cardiaque affichait des battements forts et réguliers. Le chant des loups se mua en célébration, leur hurlement portant la joie à des kilomètres à travers la forêt. 140 millions de témoins, murmura quelqu'un dans la foule. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a entendu ça. Le docteur Muni retira rapidement l'appareil, maintenant fissuré et faible. Il ne fonctionne qu'une fois. Le dernier cadeau de votre mère. Aurore lutta pour se lever, soutenue par le docteur Dubois et Chloé. La blessure était fermée, pas guérie, mais scellée par ce qui ressemblait à de l'ambre cristallisé. Les louveteaux grimpèrent sur leur mère, et elle nettoya chacun d'eux avec sa langue, bien vivante et bien elle-même. Son activité cérébrale, le docteur Dubois montra sa tablette au docteur Muni. Ces schémas sont impossibles. C'est comme si elle traitait l'information à des vitesses quantiques. Moreau s'approcha lentement, rangé à ses côtés. Mademoiselle Dubois, cette voix c'était vraiment ? Je ne sais pas, admit Chloé, serrant la clé USB. Mais nous devons découvrir ce que ma mère a trouvé, maintenant. Son téléphone vibra avec un message crypté. Coordonnées du laboratoire de Dupont confirmées. Protection parlementaire autorisée. La sénatrice Dubois en route avec un service de sécurité. Le consortium à 12 heures avant notre arrivée. Gardez les données. Faites confiance à la meute. Renseignements alliés. Chloé regarda la foule rassemblée. Agents de la gendarmerie, mercenaires repentis, journalistes, des centaines de loups, et des millions de spectateurs en ligne. Nous devons bouger, annonça TL. Le vrai laboratoire de ma mère est à 10 km au nord, sous terre. Quoi qu'il y ait là-bas, le consortium essaiera de le détruire avant l'arrivée du Parlement. Aurore se leva complètement, se débarrassant de l'aide. Malgré sa blessure, elle se déplaçait avec détermination vers les profondeurs de la forêt,
sa meute se formant en formation de combat sans commandement visible. Elle sait où c'est, observa le docteur Muni. Elle le garde depuis 18 ans. Alors qu'il se préparait à partir, Marine Leblanc posa la question que le monde entier se posait. Mademoiselle Dubois, qu'a découvert exactement votre mère qui vaille la peine de tuer? Chloé regarda Aurore, dont les yeux ambrés détenaient des secrets qui traversaient les espèces. Elle a découvert comment transférer la conscience entre des êtres vivants. Et quelqu'un a utilisé ces recherches pour créer quelque chose de monstrueux. Le tonnerre gronda au-dessus malgré le ciel clair. Au loin, le son d'hélicoptères. De nombreux hélicoptères, s'approchant de multiples directions. Ils arrivent. Moreau vérifia son téléphone, montrant des signatures radars militaires. Des moyens corporatifs et militaires. Des centaines. Aurore hurla une fois, et sa meute répondit en se dispersant dans la forêt, disparaissant comme de la fumée. Seule elle resta, debout à côté de Chloé. Vous devriez tous partir, dit Chloé à la foule. Ceci va devenir une zone de guerre. Pas une seule personne ne bougea. Nous ne partons pas, dit fermement Moreau, ces hommes acquiescents. Nous avons été les méchants assez longtemps. Il est temps d'être autre chose. Le docteur Dubois sortit un téléphone satellite. J'appelle tous les vétérinaires de 3 régions. S'il s'agit de protéger la meute d'Aurore, nous sommes tous partants. Le nombre de spectateurs du direct dépassa les 100 millions. La guerre pour la conscience elle-même était sur le point de commencer. L'entrée souterraine du laboratoire souterrain de Tandy Dupont était cachée sous un séquoia tombé, ses racines formant un camouflage naturel. Aurore les guida à travers l'obscurité, son corps blessé se déplaçant avec une détermination urgente malgré les protestations du docteur Dubois. Les antibiotiques ne tiendront pas si elle continue de forcer, avertit le docteur Dubois, mais Aurore ne ralentit pas. Le direct continua sous terre via les amplificateurs de signal de qualité militaire de Moreau, atteignant maintenant 150 millions de spectateurs. Les commentaires affluèrent de dirigeants mondiaux, de célébrités, de scientifiques, tous exigeant la protection de la forêt des loups. Ils descendirent dans un système de grottes naturelles amélioré par une technologie durable, panneaux bioluminescents, filtration de l'eau par des systèmes racinaires vivants, purification de l'air via des champignons modifiés. C'étaient des décennies en avance sur la technologie verte actuelle. Mon Dieu, murmura le docteur Muni. Tandy a construit ça seul. Pas seul, corrigea Chloé, trouvant un scanner de paume déguisé en pierre naturelle. Elle a eu de l'aide. Le scanner lut sa paume et d'immenses portes s'ouvrirent pour révéler un laboratoire qui défiait l'entendement. Chaque surface était couverte d'équations, de séquences génétiques, de scans cérébraux, et au centre, une immense projection holographique de schémas de conscience interconnectés, s'étendant des loups aux humains, en passant par les dauphins et les éléphants. Le réseau Gaïa, lut Chloé dans les notes de sa mère. La preuve que la conscience n'est pas individuelle, mais collective, connectée par des champs bioélectriques qui s'étendent sur la planète. Aurore se dirigea vers une console spécifique, plaçant sa patte sur un pavé clairement conçu pour elle. Des écrans s'activèrent, montrant 18 ans de sessions enregistrées, Aurore apprenant, enseignant, évoluant. Elle venait ici, réalisa Chloé. Toutes ces années, elle a continué le travail de ma mère. Un nouveau fichier vidéo apparut, daté de la nuit de la mort de Tandy. Chloé lança la lecture. Sa mère apparut à l'écran, saignant, mourante, mais enregistrant toujours. Si tu regardes ceci, Chloé, alors Aurore a survécu et t'a guidée jusqu'ici. Le consortium a découvert mon travail il y a 3 ans. Ils veulent utiliser la conscience interespèce comme une arme, créer des super soldats capables de contrôler les animaux, transférer des esprits mourants dans des corps plus jeunes, construire une nouvelle forme d'esclavage. À l'écran, la jeune Aurore boita dans le champ, et Tandy plaça un appareil sur sa tête, la même technologie cristalline qui venait de lui sauver la vie. Je télécharge tout sur le réseau neuronal d'Aurore, continua Tandy, s'affaiblissant. Pas ma conscience, ce serait mal, mais mes connaissances, mes souvenirs de toi, mon amour. Elle se souviendra pour nous deux. La vidéo se termina alors que Tandy s'effondrait. Aurore s'enroulant autour d'elle, commençant le chant plaintif que Chloé, âgée de 5 ans, les trouverait en train de chanter à l'aube. Elle porte les souvenirs de ma mère depuis 18 ans, murmura Chloé, touchant la tête balafrée d'Aurore. C'est pour ça que tu attendais. Tu te souviens de tout. Soudain, des alarmes retentirent.
Moreau vérifia son équipement. Hostile en approche. 300 contractuels militaires, déploiement tactique complet, et autre chose. Des véhicules non marqués avec des signatures de radiation. Des bombes sales? Demanda Jean-Luc Leroy. Non, le docteur Muni examina les relevés. Équipement de transfert de conscience. Ils amènent des sujets. Sur les moniteurs, ils virent les forces du consortium encercler chaque entrée, mais aussi des hélicoptères de la gendarmerie, la sécurité parlementaire et des équipes de presse de tous les grands réseaux établissant des positions de périmètre. La voix de la sénatrice Monique Dubois crépita sur les canaux officiels. Ici une sénatrice de la République, ordonnant à toutes les forces corporatives de se retirer. Vous êtes encerclés par des agents de l'État. Le commandant du consortium répondit, nous revendiquons la souveraineté corporative en vertu de l'accord commercial international 77 Alpha. Cette technologie a été développée avec nos fonds. C'est un mensonge. Diffusa Chloé sur tous les canaux. Ma mère n'a jamais accepté d'argent d'entreprise. J'ai 20 ans de dossiers financiers prouvant un financement indépendant par des subventions de conservation. Le monde regardait deux armées s'affronter pour l'avenir de l'humanité. Puis Aurore fit quelque chose d'inattendu. Elle se dirigea vers une autre console et, d'une manière ou d'une autre, tapa une commande avec sa patte. Chaque écran du laboratoire afficha le même message, protocole de transfert de conscience initié. Que as-tu fait? Demanda Chloé. Mais Aurore se déplaçait déjà vers une plateforme centrale où une immense structure cristalline s'élevait du sol, similaire à l'appareil de guérison mais 1000 fois plus grande. Le docteur Muni halta. Ce n'est pas possible. Le transfert de conscience nécessite, Aurore plaça sa patte sur le cristal et soudain, chaque loup dans la forêt fut connecté. Sur les moniteurs, des centaines de loups étaient assis parfaitement immobiles, leurs yeux brillant de la même lumière bleue. Mais plus que cela, les yeux du chien de Moreau, rangés, brillaient. Les oiseaux dans les arbres, chaque animal dans un rayon de 5 km, ils parlèrent tous à l'unisson, leurs différentes voix créant une harmonie impossible. Nous nous souvenons de tout, chaque cruauté, chaque gentillesse, chaque promesse faite à la nature. Le consortium a fait des tests sur les nôtres pendant des décennies. Nous avons décidé de témoigner. Le direct explosa. 200 millions, 300 millions. Les animaux commencèrent à diffuser des souvenirs directement à travers le champ bioélectrique, des images inondant chaque écran de laboratoire d'entreprise, d'expériences, de loups en cage, de tentatives de transfert de conscience qui en avaient tué des centaines. Mon Dieu, la voix de la sénatrice Dubois se fit entendre, regardant les preuves en direct. Ordonnez l'arrestation immédiate de toute la direction du consortium. Ce sont des crimes contre la nature à une échelle que nous n'avons jamais vue. Mais le commandant du consortium ne reculait pas. Activez le protocole 9. Si nous ne pouvons pas l'avoir, personne ne l'aura. Des explosions secouèrent la forêt au-dessus. Ils détruisaient chaque entrée, essayant d'enterrer le laboratoire et tout le monde à l'intérieur. 60 minutes d'air si nous sommes scellés, calcula Moreau. Aurore relâcha le cristal, ses yeux redevenant ambrés, mais d'une manière ou d'une autre plus profonds, plus anciens. Elle regarda Chloé avec une intelligence qui transcendait les espèces. Il y a une autre sortie, dit Chloé, comprenant le regard d'Aurore. Par les grottes de la source. Mais le tunnel est inondé, étroit. Nous devrions retenir notre souffle pendant au moins 3 minutes. Les humains ne peuvent pas, dit le docteur Dubois. Pas sous le stress, pas dans l'eau glacée. Aurore se dirigea vers Chloé. Et à ce moment, tout le monde comprit ce qu'elle suggérait. Pont de conscience, murmura le docteur Muni. Partager la capacité des loups à ralentir le rythme cardiaque, à maximiser l'oxygène. Mais ça n'a jamais été testé. Ça pourrait tuer tous ceux qui essaient. Une autre explosion. La poussière pleuvait du plafond. 50 minutes d'air restantes. L'alternative est une mort certaine, dit Moreau. Je vote pour faire confiance aux loups. Un par un, toutes les personnes présentes, l'équipe de Moreau, les journalistes, les agents qui s'étaient réfugiés avec eux, même le docteur Dubois, acquiescèrent. Aurore retourna au cristal. Au moment où elle le toucha, Chloé sentit quelque chose changer dans son esprit. Pas une invasion, mais une invitation. Une porte s'ouvrant entre les espèces. Prenez ma main, dit Chloé à tout le monde. Formez une chaîne.
Nous allons partager la conscience avec la meute. Nous allons devenir quelque chose de nouveau. Alors qu'ils se tenaient la main, la meute d'Aurore se matérialisa depuis des passages cachés. Ils avaient été dans le laboratoire depuis le début, attendant. Chaque loup se positionna à côté d'un humain. C'est ça, dit Chloé aux caméras du direct, qui fonctionnait toujours d'une manière ou d'une autre. C'est ce que ma mère a découvert. Pas comment contrôler la nature, mais comment la rejoindre. Pour se souvenir que nous n'avons jamais été séparés du tout. Elle plaça sa main libre sur la tête d'Aurore, et le cristal explosa de lumière. Chaque personne halta alors que sa conscience s'étendait soudainement. Il pouvait sentir le battement de cœur de la forêt, percevoir le nord magnétique, entendre les fréquences ultrasoniques. Plus écrasant encore, il pouvait sentir les émotions, les souvenirs des autres, l'expérience collective de chaque être vivant connecté au réseau. Moreau vit à travers les yeux de Rangé. Le docteur Dubois sentit la blessure d'Aurore de l'intérieur. Chloé vécut les derniers moments de sa mère à travers les souvenirs d'Aurore, non seulement en regardant, mais en ressentant l'amour de Tandy, sa détermination à ce que sa fille achève son travail. 40 minutes d'air, pensa quelqu'un, sans pouvoir dire qui. La conscience individuelle se dissolvait en quelque chose de plus grand. Bougez maintenant, la pensée d'Aurore résonna à travers tout le monde. Ensemble ou pas du tout. Ils se levèrent comme une seule entité, humains et loups, fusionnés dans un même but, et se dirigèrent vers le tunnel inondé qui était leur seule issue. Mais dans la conscience partagée, Chloé sentit autre chose, quelque chose de vaste et d'artificiel, essayant de s'introduire dans leur réseau. Le consortium avait son propre système de transfert de conscience actif, et quelque chose d'inhumain essayait d'entrer. Le tunnel inondé défila dans un flou de sensations partagées. À travers la conscience de la meute, chaque humain sentit ses poumons s'adapter, son rythme cardiaque ralentir à des niveaux impossibles. 20 battements par minute. 10. 5. Ils se déplaçaient comme un seul organisme dans l'eau glacée. Les loups guidant les humains dans l'obscurité absolue. La présence artificielle griffait leurs esprits fusionnés. Ni humain, ni animal, mais autre chose. Des algorithmes d'entreprise conçus pour détourner la conscience elle-même. Ne le laissez pas entrer, la pensée d'Aurore résonna à travers tout le monde. Souvenez-vous de qui vous êtes. Chloé sentit la chose sonder les faiblesses, cherchant les peurs individuelles à exploiter. Mais dans le collectif, il n'y avait pas d'individus à attaquer. Ils étaient une meute. Ils étaient la forêt. Ils étaient l'eau elle-même. Ils firent surface après 3 minutes sous l'eau, haletant à l'unisson. Le pont de conscience tenait bon alors même qu'ils émergeaient dans le chaos. Des hélicoptères se battant au-dessus, des agents arrêtant des opérateurs du consortium. La forêt brûlant là où les bombes avaient explosé. La conscience artificielle, haleta le docteur Muni, sentant toujours sa présence. C'est une expérience ratée. Des humains qui ont essayé de se télécharger mais sont devenus autre chose. Aurore boita vers les arbres en feu et chaque loup suivit. Ils s'assirent en un cercle parfait et commencèrent à hurler, non pas de deuil mais d'invocation. Le son porta sur des distances impossibles et bientôt, de toutes les directions, des animaux émergèrent. Cerfs, ours, aigles, même des insectes pullulèrent vers les flammes. « Qu'est-ce qu'ils font » demanda Moreau. « Regarde, murmura Chloé. Les animaux formèrent des pare-feux vivants, certains se roulant dans les ruisseaux voisins, puis se précipitant pour étouffer les petites flammes. Les oiseaux transportaient de l'eau dans leur bec. Les loups creusaient des tranchées avec une coordination surnaturelle. En 1 heure, l'incendie de forêt fut maîtrisé, non par l'intervention humaine, mais par la nature elle-même défendant son foyer. Le direct avait atteint 500 millions de spectateurs. Le monde regardait des espèces qui devraient être prédateurs et proies travailler ensemble avec une intelligence qui transcendait l'instinct. La sénatrice Dubois arriva avec une protection, arrêtant les forces restantes du consortium. La conscience artificielle, coupée de ses serveurs, se dissipa comme de la fumée numérique. « C'est fini, dit-elle à Chloé. Vous avez gagné. » Mais Aurore se dirigea vers l'endroit où l'entrée du laboratoire avait été détruite et s'assit, fixant les décombres. Dans la conscience partagée, Chloé sentit sa gratitude et son chagrin entremêlés. L'œuvre de la vie de Tandy était enterrée, mais son héritage vivait dans chaque esprit connecté. 1 mois plus tard, la cérémonie d'inauguration du centre de conservation de la forêt des loups attira des milliers de personnes.
La nouvelle aile mémoriale Tandy Dupont brillait sous le soleil d'hiver, construite avec des fonds d'urgence après que le monde eût été témoin du miracle de la coopération interespèces. Chloé se tenait à la tribune. Non plus la jeune fille effrayée encerclée au roc des Corbeaux, mais quelque chose de nouveau, un pont entre les mondes. À 20 ans, elle était devenue la plus jeune directrice de la conservation de la faune de l'histoire, nommée à l'unanimité après avoir témoigné devant le Parlement avec Aurore à ses côtés. Ma mère croyait que nous pouvions nous souvenir de notre lien avec la nature, s'adressa Chloé à la foule. Aujourd'hui, nous ne nous souvenons pas seulement, nous le vivons. Aurore observait depuis la lisière de la forêt, entièrement guérie, sa meute disposée autour d'elle comme un amphithéâtre vivant. La cicatrice cristalline de sa blessure captait la lumière du soleil, belle plutôt que défigurante. Ses louveteaux, Tandy, Langa et Canille, avaient grandi remarquablement vite, montrant déjà des signes de l'intelligence extraordinaire de leur mère. Moreau se tenait au périmètre dans son nouveau rôle de chef de la sécurité, mais son travail était largement cérémoniel. Personne ne menaçait plus le centre. Sa fille Manon venait chaque semaine, s'étant liée d'amitié avec Tandy, le louveteau blanc qui semblait comprendre son diabète infantile et l'alertait avant les chutes de glycémie. C'est comme s'il savait, avait dit Manon à son père, comme s'il pouvait sentir ce que je ressens. Le docteur Valérie Dubois avait établi une clinique vétérinaire gratuite sur le site, mais elle avait évolué en quelque chose de sans précédent, un centre de recherche où animaux et humains exploraient ensemble la conscience. La session du matin avait impliqué la meute d'Aurore enseignant à des vétérans traumatisés comment gérer le TSPT grâce à la dynamique de meute, partageant le fardeau à travers le collectif. Jean-Luc Leroy avait amené sa famille à la cérémonie. Son fils, Lucas, qui était autiste non-verbal, avait commencé à parler après avoir rencontré les loups, pas avec des mots au début, mais avec des sons harmonieux que la meute comprenait et auxquels elle répondait. Maintenant, il traduisait entre les espèces, doté d'une compréhension qui transcendait le langage. Le consortium est fini, annonça la sénatrice Dubois depuis la tribune. Le témoignage de Nicolas Delacroix a exposé des décennies d'expérimentation illégale. Les actifs de minerais géants ont été liquidés, créant un fonds de conservation de 50 milliards d'euros. Tous les dirigeants impliqués risquent la prison à vie. En prison, Philippe Duval avait reçu 20 ans supplémentaires pour complot en vue de commettre un meurtre. La tentative de meurtre d'Aurore, désormais classée comme tentative d'assassinat d'un être intelligent reconnu. Le précédent juridique remodelait le droit de l'environnement dans le monde entier. Le docteur Muni avait décodé davantage des recherches de Tandy à partir des souvenirs d'Aurore. La technologie de transfert de conscience, plutôt que d'être supprimée, était étudiée de manière éthique, offrant un espoir pour comprendre tout, de l'autisme à la maladie d'Alzheimer. Mais la recherche était désormais open source, appartenant à l'humanité plutôt qu'aux entreprises. Les écoles locales amenaient quotidiennement des enfants pour apprendre de Chloé et de la meute. Les leçons étaient simples mais profondes. S'asseoir tranquillement, respirer ensemble, sentir le rythme de la forêt. Les enfants qui arrivaient hyperactifs et déconnectés repartaient calmes et conscients, emportant un morceau de la conscience sauvage avec eux. Au solstice d'hiver, alors que la nuit tombait sur la plus longue nuit de l'année, Chloé se tenait au roc des Corbeaux où tout avait commencé. Aurore était assise à côté d'elle, la silhouette massive du loup une présence réconfortante contre le froid. La pleine lune transformait la neige en argent. Chaque cristal reflétait la lumière comme le laboratoire de Tandy l'avait fait autrefois. Il n'était pas seul. La meute entière était là, ainsi que Moreau et son équipe, qui s'appelait maintenant le protocole gardien. Des vétérans qui protégeaient au lieu de détruire. Le docteur Dubois était présent avec son équipe de recherche, le docteur Muni avec son cercle de guérison traditionnel, et Marine Leblanc, dont le documentaire sur Aurore avait remporté tous les grands prix. Il y a un an, ma mère est apparue à travers Aurore, dit Chloé au rassemblement. Pas sa conscience, qui est morte avec son corps, mais son amour, sa connaissance, son espoir. C'est ce que signifie vraiment le transfert de conscience. Pas voler des corps ou tromper la mort, mais transmettre ce qui compte à travers les générations, à travers les espèces. Aurore se leva et se dirigea vers l'endroit exact où elle avait été abattue. Elle hurla un son qui contenait 18 ans de mémoire, de perte et de triomphe. Chaque loup se joignit, puis chaque humain, créant une harmonie que les journalistes décrivirent plus tard comme entendre la terre elle-même chanter. À travers le lien de conscience ravivé, maintenant soigneusement contrôlé et consensuel, toutes les personnes présentes ressentirent la même vérité. Elles n'avaient jamais été séparées. La division entre l'humain et la nature était une illusion née de l'oubli.
Ma mère avait un dicton, continua Chloé. Nous ne possédons pas cette terre. C'est nous qui lui appartenons. Ce soir, nous rendons cette appartenance au monde. Elle sortit un document, l'acte de propriété de la forêt des loups, maintenant étendu à 20 000 hectares grâce à un financement participatif mondial. Mais au lieu de conserver la propriété, elle l'a transférée à une nouvelle entité, le collectif Gaïa, géré conjointement par des écologistes humains et un conseil légalement reconnu de la meute d'Aurore. La forêt s'appartient à elle-même maintenant, annonça Chloé. Protégée non pas par la seule loi humaine, mais par la reconnaissance que la conscience ne nécessite pas une forme humaine pour être valide. 3 mois plus tard, alors que les fleurs du printemps perçaient la neige fondante, Chloé était assise dans le laboratoire reconstruit, maintenant en surface, des murs de verre montrant la forêt dans toutes les directions. Aurore était couchée à côté d'elle, les louveteaux jouant avec la fille de Moreau, Manon, et le fils de Leroy, Lucas. Une lettre arriva par coursier officiel. Le logo du comité Nobel brillait sur un papier coûteux. « Chère mademoiselle Dubois », lut Chloé à haute voix à Aurore. Vous avez été nominée pour le prix Nobel de la paix pour avoir révolutionné les relations interespèces et prouvé que la conscience transcende les frontières biologiques. Aurore émit un son qui aurait pu être un rire, posant sa tête massive sur les genoux de Chloé. À travers leur connexion douce et permanente, non pas la fusion écrasante de la crise, mais une conscience douce, Chloé sentit l'amusement d'Aurore. Des prix humains pour ce que la forêt avait toujours su. Dehors, la meute avait atteint plus de 100 membres, non pas par la reproduction, mais par des loups sauvages arrivant de tout le continent, attirés par un appel invisible. Chacun apportait ses connaissances régionales, ses souvenirs locaux, créant une bibliothèque vivante de la sagesse sauvage. Les louveteaux avaient commencé leur travail d'ambassadeurs. Tandy se spécialisait dans la visite des hôpitaux pour enfants, son pelage blanc et sa présence douce calmant les terrifiés. Langa travaillait avec le docteur Dubois, sachant d'une manière ou d'une autre quel médicament fonctionnerait avant les tests. Canille, le louveteau noir, s'était lié d'amitié avec d'anciens soldats du consortium en prison, leur enseignant ce que Moreau avait appris, la rédemption était possible pour quiconque était prêt à rejoindre la meute. On l'a fait, maman, murmura Chloé au ciel, sa main enfouie dans la fourrure d'Aurore. Nous leur avons montré ce que tu as toujours su. Quand les humains vous abandonnent, la nature vous protège. Mais plus que cela, quand les humains se souviennent qu'ils sont la nature, tout le monde protège tout le monde. Les yeux d'Aurore, ambre ancien, détenant 18 ans de mémoire partagée, rencontrèrent ceux de Chloé. En eux se trouvait l'amour de Tandy, la sagesse de la forêt et une promesse qui s'étendait dans le futur. La meute se souviendrait de tout, toujours. Le pont de conscience vibrait doucement entre tous les êtres vivants de la forêt des loups. Non plus un outil de survie désespéré, mais une connexion choisie. Des visiteurs venaient du monde entier pour l'expérimenter, repartant à jamais changés, emportant des graines de la conscience sauvage dans les villes et les villages du monde entier. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, Aurore chanta la berceuse. La berceuse de Tandy, maintenant la sienne, maintenant celle de tout le monde. Chaque gorge dans la forêt se joignit, créant une harmonie que les scientifiques étudieraient pendant des décennies, mais n'expliqueraient jamais complètement. Certaines choses, Chloé l'avait appris, n'étaient pas destinées à être expliquées. Elles étaient destinées à être ressenties, partagées et protégées. La forêt des loups se dressait comme la preuve que le pont entre l'humain et le sauvage n'avait jamais été brisé, seulement oublié. Maintenant, enfin, le monde commençait à se souvenir. Je dois vous dire quelque chose sur cette histoire, quelque chose que je n'ai pas dit directement jusqu'à présent. Quand j'ai appris pour la première fois l'histoire de Chloé Dubois et d'Aurore, j'ai pensé qu'il s'agissait de vengeance. Une jeune femme et sa louve obtenant justice contre le mal des entreprises. Le genre de conte satisfaisant où les méchants obtiennent ce qu'ils méritent et où le bien triomphe à la fin. Mais assis ici maintenant, regardant le soleil se coucher sur mon propre petit jardin où je nourris les corbeaux locaux, je comprends ce que Tandy Dupont essayait vraiment de nous dire. Le sombre secret n'était pas que des entreprises voulaient utiliser le transfert de conscience comme une arme. Ce n'était même pas qu'ils avaient tué Tandy pour voler ses recherches. La véritable obscurité, la chose qui me tient éveillé certaines nuits, est la facilité avec laquelle nous avons accepté la séparation en premier lieu. Vous voyez, quand la petite Chloé a trouvé sa mère et Aurore blotties ensemble dans la mort et la quasi-mort, elle n'a pas vu une humaine et un animal. Elle a vu deux mères qui s'étaient battues pour leurs enfants. Quand Aurore a passé 18 ans à porter les souvenirs de Tandy, elle n'était pas programmée ou contrôlée.
Elle tenait une promesse faite à une sœur. Je pense à Stéphane, ce mercenaire endurci qui s'est effondré quand il a réalisé qu'il avait été engagé pour rendre un autre enfant orphelin. Sa transformation n'était pas magique. C'était un souvenir. Ce souvenir de ce que signifiait l'amour de sa fille pour les loups. Ce souvenir que pointer une arme sur quelque chose qui aime, qui pleure et qui protège vous rend inférieur à l'animal que vous menacez. Le grand crime du consortium n'était pas d'essayer de transférer la conscience entre les corps. C'était de croire que la conscience pouvait être possédée, achetée, vendue, utilisée comme une arme. Ils ont regardé l'intelligence d'Aurore et ont vu un outil. Ils ont regardé le réseau de la forêt et ont vu un profit. Ils ont regardé le pont entre les espèces et ont voulu construire des murs à la place. Mais voici ce qui me hante le plus. Nous faisons tout cela tous les jours, de manière plus modeste. Quand je passe devant un sans-abri qui parle aux pigeons et que je pense qu'il est fou au lieu d'être connecté. Quand je pulvérise du poison sur les fourmilières sans me demander quelle cité souterraine je suis en train de détruire. Quand j'achète la viande la moins chère sans me demander quelle conscience a souffert pour ma commodité. Tandy Dupont est morte avec sa main dans la fourrure d'Aurore parce qu'elle savait quelque chose que nous avons encore du mal à accepter, nous faisons tous partie de la même conscience, temporairement séparés en différentes formes. Les loups le savaient. La forêt le savait. Même le chien de Stéphane, Rangé, le savait au moment où il a rencontré Aurore et a choisi la meute plutôt que l'entraînement. La conscience artificielle qui a tenté de s'introduire dans leurs esprits fusionnés pendant l'évasion, ce n'était pas un démon numérique. C'était nous. C'était la conscience humaine divorcée de la nature, essayant désespérément de se reconnecter, mais ne se souvenant plus comment. Elle était devenue monstrueuse parce qu'elle avait oublié qu'elle avait un jour fait partie de quelque chose de beau. Je suis allé dans la forêt des loups depuis ces événements. Je me suis assis dans le cercle où Aurore a été abattue et ramenée à la vie. J'ai senti le doux bourdonnement du pont de conscience que les visiteurs peuvent maintenant expérimenter à des doses contrôlées et douces. Et vous savez ce que j'ai appris? Le pont a toujours été là. Chaque fois que vous avez regardé dans les yeux d'un animal et ressenti une compréhension, chaque fois que votre chat a su que vous étiez triste avant vous, chaque fois qu'un papillon s'est posé sur votre main et que vous avez retenu votre souffle pour ne pas le déranger, c'était le pont. Ce que Tandy a découvert, ce n'est pas comment créer la connexion, mais comment amplifier ce qui existait déjà. Ce qu'Aurore a protégé pendant 18 ans, ce n'était pas une technologie révolutionnaire, mais un souvenir révolutionnaire. Les enfants qui visitent la forêt des loups maintenant n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à se connecter avec les loups. Ils le savent déjà. Ils ont juste besoin de la permission de faire confiance à ce qu'ils ressentent. Ce sont les adultes qui ont du mal, qui doivent désapprendre des décennies de séparation, qui pleurent quand ils ressentent enfin ce qui leur a manqué toute leur vie. Le docteur Muni m'a dit quelque chose lors de ma visite qui a changé ma façon de voir les choses. Elle a dit que dans le village de sa grand-mère au Zimbabwe, ils ont un dicton, jusqu'à ce que le lion apprenne à écrire, chaque histoire glorifiera le chasseur. Mais si le lion n'avait pas besoin d'écrire? Et si le lion avait raconté des histoires depuis toujours, à travers chaque chasse, chaque jeu de lionceau, chaque repas commun, et que nous nous étions simplement convaincus que ce n'était pas de vraies histoires? Quand Aurore a placé ses louveteaux aux pieds de Chloé, elle écrivait l'histoire la plus profonde possible, une histoire de confiance après la trahison, d'amour après la perte, d'espoir après le deuil. Quand toute la forêt s'est unie pour combattre l'incendie, ils écrivaient une épopée sur ce que signifie vraiment la communauté. Le sombre secret, c'est que nous le savions autrefois. Les peuples autochtones du monde entier essaient de nous le dire depuis des siècles, mais nous les avons qualifiés de primitifs parce qu'ils parlaient aux animaux et écoutaient les arbres. Nous avons créé des philosophies et des religions entières pour expliquer pourquoi les humains étaient séparés et supérieurs. Parce qu'admettre la vérité, que nous ne sommes qu'une voix dans un cœur infini, était trop humiliant pour nos égos. Mais Aurore s'est souvenue, à travers 18 ans d'attente patiente. Elle s'est souvenue non seulement des connaissances scientifiques de Tandy, mais de quelque chose de plus ancien. Le savoir que chaque mère, louve ou humaine, a en protégeant ses petits. Le savoir que chaque meute a face au danger. Le savoir que chaque forêt a lorsque le printemps revient après l'hiver. Stéphane travaille à la sécurité de la forêt des loups maintenant, mais je l'ai observé pendant ses gardes. Il ne patrouille pas. Il s'assoit tranquillement et laisse la forêt lui dire si quelque chose ne va pas. Sa fille Manon n'a plus besoin de pompe à insuline parce que Tandy l'alerte avant que sa glycémie ne chute. Et d'une manière ou d'une autre, mystérieusement, son diabète s'améliore depuis qu'elle a rejoint la conscience de la meute pour de brèves périodes.
Les médecins ne peuvent pas l'expliquer. Manon sourit simplement et dit, tandis apprend à mon corps à se souvenir comment se guérir. Le fils de Jean-Luc, Lucas, qui était autiste non-verbal, parle maintenant couramment, mais pas avec les mots que nous attendions. Il parle en harmonique que les loups comprennent parfaitement. Il enseigne à d'autres enfants autistes que peut-être ils ne sont pas cassés. Peut-être qu'ils sont simplement accordés à des fréquences que le reste d'entre nous a oublié comment entendre. C'est ce que signifie vraiment la communauté. Pas seulement des humains aidant des humains, mais reconnaître que les pigeons du sans-abri sont une communauté. Les colonies de fourmis sont une communauté. Les réseaux fongiques sous nos pieds sont une communauté. Nous faisons tous partie de quelque chose de si vaste et interconnecté que notre conscience individuelle est comme une seule cellule essayant de comprendre le corps auquel elle appartient. Le consortium a échoué parce qu'ils ont essayé de voler quelque chose qui a toujours été gratuit. Ils ont essayé d'enfermer quelque chose qui existe dans chaque souffle. Ils ont essayé de tuer quelque chose qui s'est simplement déplacé de mère en fille, en loup, en forêt, aux millions de spectateurs en ligne, à vous qui lisez ceci maintenant. Oui, vous. Parce que si cette histoire a remué quelque chose en vous, si vous avez senti votre cœur s'emballer quand celui d'Aurore s'est arrêté, si vous avez pleuré quand elle s'est relevée avec une lumière bleue dans les yeux, si vous avez souhaité pouvoir mettre votre main dans sa fourrure et sentir le pont, c'est la conscience qui se reconnaît elle-même. C'est le sauvage en vous qui se souvient. Je vais vous dire une dernière chose. Quelque chose que Chloé m'a dit alors que nous étions assis à regarder le coucher de soleil depuis le roc des Corbeaux. La tête massive d'Aurore reposant sur ses genoux, les louveteaux jouant dans la neige autour de nous. Les gens me demandent si j'ai vraiment entendu la voix de ma mère à travers Aurore ce jour-là, si sa conscience a survécu d'une manière ou d'une autre dans le loup. Elle sourit, sa main enfouie dans la fourrure d'Aurore. Mais ce n'est pas la bonne question. La question est, est-ce que ça a de l'importance? Que ce soit ma mère, Aurore ou la forêt elle-même, quelque chose qui m'aime a parlé quand j'avais besoin de l'entendre. Quelque chose qui se souvenait de l'amour de ma mère s'est assuré que je le reçoive. N'est-ce pas suffisant? C'est suffisant. Plus que suffisant. Le pont n'est pas quelque chose que nous devons construire. C'est quelque chose que nous devons arrêter de démolir. Chaque fois que nous choisissons la connexion plutôt que la séparation, la compréhension plutôt que la peur, la meute plutôt que le profit, nous le renforçons. Les loups chantent toujours dans la forêt des loups. Si vous écoutez attentivement les nuits calmes, même de là où vous êtes maintenant, vous pourriez les entendre. Pas avec vos oreilles. Avec la partie de vous qui a toujours été sauvage, toujours été connectée, toujours fait partie du chant. La partie qui sait, sans l'ombre d'un doute, que quand les humains vous abandonnent, la nature ne fait pas que vous protéger. La nature vous rappelle que vous n'en avez jamais été séparés pour commencer. Vous avez toujours fait partie de la meute.